Vous, étudiants, professeurs, l'élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Ce n'est pas de ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle. On peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez ces mal? Regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. Professeurs, messieurs et mesdames les étudiants, étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques, des politiciens, politiciennes, véreux, véreuses, qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, l'élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tout citoyen conscient, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Le peuple est parti voter. Le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé, comme le dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour vous dire que dit la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les petites formes. Là, si on peut mettre à 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi? Et souligner ça, à des crises politiques, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, na Botami, le loi a commis un troisième âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir
librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum. Pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a eu campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple quel est le contenu de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit « Nous voulons cette constitution ». On a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliée. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation. Troisième slide. Regardez la CENI. Vous allez voir le problème de la CENI. Le Premier ministre vous l'a dit. C'était dépolitisé à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politisé. Merci. CENI politisée et totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CENI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État. Ils dépensent sans se soucier de rendre compte. J'ai fait ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CENI. Il y aura élection. Et élection comme je veux. Avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie des listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CENI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CENI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président le tout-puissant, les rapporteurs le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes. Et le secrétaire exécutif national, concentration du pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir et après j'ai dit quelque chose, il dit Amen. Voilà la CENI aujourd'hui. Donc tout cela a conduit au quatrième problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens
amène ce que le peuple veut. Il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose est comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? 6e problème. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout. Il décide de tout. Il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout, sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans le milieu privé aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Non, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, c'est ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant ou de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce qu'ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats, et je l'ai dit, qui reflètent réellement la vérité des urnes.
Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs, et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation, on reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, ben voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle, on peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réformes, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le Tout-Puissant, vienne dicter ce qu'il veut aux autres. Je fais mon travail. Si je ne le fais pas bien, vous me changez. Mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je devais faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CENI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique ou corporation. Non. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution congolaise où tout Congolais qui se sent capable doit pouvoir demander à être intégré. Et si les compétences requises pour les jobs, le poste qu'il demande, s'il les a, ces compétences, on les sélectionne. Et s'ils sont nombreux à avoir des compétences, on prend le meilleur. Faire respecter la durée des mandats des membres de la CENI. Regardez, ils sont là. Aujourd'hui, je le vois se pavaner partout, et puis commencer à dire, il y a des gens, M. Nanga ne pouvait plus parler au nom de la CENI. Parce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens. Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non, il doit partir. La CENI a des spécialistes. Il y a des animateurs. Dans toute société,
quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CENI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et 13e, il faudra garantir les droits et la sécurité sociale au personnel de la CENI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre. S'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a le droit de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CNI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions, et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile, parce que les gens disent, ah oui, même les églises sont inféodées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveillez, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, comment dire, inconscients pour ne pas se comporter correctement. Je crois que là, ils doivent relever le défi. On a crié que c'était les politiques. Maintenant, on vous met, vous les pères spirituels, vos délégués, et vous devez les surveiller. Et je crois qu'on va se contrôler chacun et, en dernier lieu, mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. J'en ai parlé. Vous prenez l'argent de l'État et vous les dépensez comme vous voulez. Et vous devez rendre compte qu'elle est en prison. Vous avez le peuple qui est allé voter. Il a voté. Vous sortez autre chose. Et il y a des preuves qui montrent que le résultat que vous avez publiés ont été fabriqués. Vous allez en prison. On vous a dit... On vous a dit, s'il vous plaît, on vous a dit, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la CENI n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. La CENI n'a jamais donné les résultats des circonscriptions. On vous a dit que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats, qu'on nous a forcés. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez, c'est mal. Regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour cela, chers amis universitaires, nous proposons un système très simple. Vous le voyez au tableau là-bas. Nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Vous avez un bureau composé de 8 délégués qui sont désignés par les confessions religieuses, et vous avez 8 autres délégués de forces sociales. Je vous dirai tout à l'heure d'où ils viendront. Et puis vous avez un rapporteur. Un rapporteur, pourquoi les rapporteurs de la CENI doivent être politiques? Non, un rapporteur recruté sur le concours. On va dire qu'on cherche un rapporteur, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui se sentent capables, et
envoient leurs demandes et puis on organise un concours. Les rapporteurs et son adjoint et son adjoint sont recrutés par concours. Ça, c'est les bureaux. Ça, c'est le bureau, le deuxième degré, le deuxième carré. Vous remontez au premier carré, c'est la plénière. Donc, à ces bureaux, vous ajoutez 6 politiques, hommes et femmes, qui viennent de la part du politicien, mais qui n'ont pas la gestion quotidienne, mais qui ont un rôle de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent. Est-ce que ça s'est fait correctement? Si ça ne se fait pas correctement, ils posent des questions et tout le monde, par le consensus, je vous le dis, je vous le conjure, si nous sommes sérieux, si nous disons tous, qu'est-ce que nous devons privilégier? La cohésion, l'avancement de notre pays. Le pays est en train de partir. Le pays est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tanganyika? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ituri? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sud de Kivu, à Minembwe, dans les contrées environnantes? On tue tous les jours à Beni, à Rutshuru, à Lubero, à Butembo, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Et donc, il y a un sursaut, s'il vous plaît, il y a un sursaut, je dirais même d'orgueil, qui doit nous habiter pour qu'on se dise, non, trop c'est trop. Nous, contemporains, on va abandonner notre pays. Les Lumumba, les Kasavubu et autres ont tout fait pour avoir l'indépendance de ces pays. Le Simon Kimbangu dont nous sommes en train de célébrer les centenaires. Donc, il y a un sursaut d'orgueil qui doit nous habiter pour qu'on se dise, mettons ce qui nous divise de côté. Faisons en sorte qu'il y ait cohésion nationale. Et pour qu'il y ait cohésion nationale, les gens doivent regarder dans la même direction. Et pour regarder dans la même direction, nous devons avoir des textes. Le premier texte, c'est la Constitution, nous l'avons. Et puis des lois qui viennent après. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Et nous, si nous voulons vraiment que ce pays aille de l'avant, nous arriverons. Voilà la plénière de la CNI, le bureau de la CNI. Et après, vous avez le secrétariat que nous avons appelé le secrétariat technique national. C'est l'ancien secrétariat exécutif national que nous avons éclaté en 3. Vous avez le secrétariat national des traitements, où on va traiter, donc je n'entre pas dans le détail, les informations, les données, et ça, ce secrétariat s'en occupe avec toutes ces directions. Vous avez le secrétariat national chargé des opérations, et déjà la CENI était organisée en 2005-2006 de cette façon. Il y avait un bureau qui s'appelait le BNO, Bureau national des opérations. Donc on va traiter là-bas, on déconcentre, et la personne qui est là, ou les personnes qui sont là, ils sont responsables des opérations. Et enfin, on a gardé ce nom, secrétariat exécutif national, pour que l'administration et les reporting, les gens qui sont dans les antennes et ceux qui sont dans les provinces, reportent administrativement à ce secrétariat exécutif national, mais ils vont reporter aussi fonctionnellement aux autres directions. Et en plus de ça, sur la colonne de gauche, vous avez des commissions. Donc, nous devons travailler avec des commissions, parce que les commissions vont
être beaucoup plus efficace, les travails en commission, et chaque commission est supervisée ou est dirigée par un membre du bureau qui est des confessions religieuses et secondé par un membre du bureau qui est des organisations de la société civile. Donc, je vous fais l'économie de ces commissions. On va vous remettre à la fin une petite brochure où vous avez tout ça, vous allez lire et relire pour comprendre exactement ce que nous voulons. Voilà. La dernière slide. Voilà, je vais récapituler. Merci. Je vais résumer. Vous êtes des étudiants, vous êtes des professeurs. Excusez-moi, s'il vous plaît, de résumer et pour prendre ce que vous devez amener chez vous. Donc, et l'Église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétente pour le ou la représenter à la CNI. Très clair. Et ces gens-là qui sont là-bas sont contrôlés par nous. Et puis nous avons 5 organisations de la société civile qui sont honneur à la femme, c'est le mois de la femme. Les organisations de promotion de la femme envoient 2 délégués par l'organisation. Pas 2 femmes seulement, mais déjà l'organisation de promotion de la femme envoie 2 délégués. Il y a des organisations d'éducation civique et électorale qui sont ici dans notre pays, qui font un travail merveilleux. Et ces organisations qui connaissent la CNI. Et ces organisations envoient 2 délégués parce qu'ils sont techniciens. Les mouvements citoyens, nos jeunes gens qui ont contribué à l'évolution de la démocratie, leurs amis, je ne cite que Rosie et Thérèse, ont perdu la vie pour demander la démocratie. Et je ne pourrais pas oublier mon fils, Luc Nkurula, un garçon ingénieux, un garçon capable, courageux, qui a bravé des ordres illégaux, tué. Donc, il faut donner à ces jeunes gens-là qu'ils aillent à la CNI pour contrôler les autres. Donc, deux membres pour le mouvement citoyen. Nous avons les conseils supérieurs de la magistrature. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent est-ce que c'est conformément à la loi, aux lois et règlements de la République, est-ce que c'est conformément à la Constitution, des actes qu'on va prendre là-bas. Donc un membre du conseil supérieur de la magistrature et puis un membre du conseil national de l'ordre des avocats. Vous pouvez dire, pourquoi pas les autres? Il y a d'autres organisations. Les organisations des droits de l'homme, il y en a beaucoup. Mais on est obligé de faire un arbitrage. Et pour nous, l'arbitrage était celui-là. Et donc la présidence, je répète, de ces bureaux est rotative. Entre seulement les 8 membres des confessions religieuses. Rotative, vous allez dire, ah non, mais pourquoi rotative? Non, chaque 3 mois. Si vous vous organisez bien, vous faites bien le travail, parce que vous pouvez mourir demain. Si vous mourrez demain, vous dites que vous étiez là pour 6 ans. Si vous mourrez demain, vous dites que la CNI ne continue pas. Donc vous devez faire en sorte, voilà comment les gens sérieux travaillent. Les gens sérieux disent que quand je quitte mon bureau, je range le bureau. Ok? Je range le bureau, tout doit être rangé et je pars. Parce que vous ne savez pas si vous partez. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. Nous sommes tous allés au lit. Nous sommes tous allés au lit hier
Mais il y a peu, il n'y a pas peu, mais il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté les bureaux hier soir, mais ce matin, ils n'ont pas trouvé leur bureau, ou les lundis ne trouveront pas leur bureau. Donc, une présidence rotative pour pousser à la cohésion de ces bureaux et pour pousser à la transparence et pour pousser à ce que les gens travaillent correctement et construire les consensus entre eux. Et toujours dans la dépolitisation, les rapporteurs et son adjoint, je vous ai dit, sont recrutés sur l'appel à la candidature, et les questeurs et son adjoint. Et c'est là où tout le monde a dit quel parti va prendre la question, quel parti. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde, c'est le Yibi. C'est pour cela, s'il vous plaît, c'est pour cela, des fois il faut applaudir les courageux. Je vous demande d'applaudir c'est mon fils, c'est votre frère, Idengo Abeni, qui vient de quitter la prison. Vous avez vu, vous avez suivi, s'il vous plaît. Vous avez, s'il vous plaît, vous avez vu Idengo a chanté politicien, comment? Politicien comment? On l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'1 mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé 2 chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il a dit que pour mon pays, je ne me tairai jamais. Voilà. Et je termine en disant, nous allons fonctionnaliser les membres du bureau. Supervise chacun une des 8 commissions, et chaque commission est présidée par un délégué des confessions religieuses, secondé par un délégué des forces sociales, et ces commissions-là, le contrôle est assuré par les délégués politiques. Le secrétariat exécutif national est éclaté en 3, secrétariat exécutif national, secrétariat national des opérations, et puis secrétariat national des traitements. Voilà, chers amis, la nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduites dans cette proposition de loi. Et à la fin, vous aurez, j'ai dit, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse.